Bonjour à toutes et à tous et bonjour en particulier aux conducteurs de Peugeot et les Peugeot 106 parce qu'aujourd'hui, pour un épisode de draft, le 106e épisode, on va parler de Con Knuppel. Con Knuppel qui nous sort tout simplement de la fac de Duke, comme son ami Cooper Flagg, et on va étudier du coup le profil pour voir un petit peu où est-ce qu'on pourrait le projeter en NBA, quelles sont ses forces et ses faiblesses, et du coup pour ça, on reçoit FD et on reçoit aussi du coup Baptiste qui est tout simplement chez lui. Donc on se retrouve tous ensemble à la fin du jingle. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que du coup tout le monde va bien, tout le monde est resté après le jingle malgré la petite attente, et nous on se retrouve aujourd'hui avec malheureusement des fans des Knicks, donc on va pas leur demander comment ça va. et on va tout simplement commencer par parler de draft. Du coup, pas l'introduction, je présente même pas les invités parce que j'ai pas envie de les entendre parler aujourd'hui. Eh ben écoute, ça va très bien, merci beaucoup Azad. Super content d'être avec toi ce soir. Je suis plutôt team 207 que team 106, mais ouais, parce que t'as les moyens quoi. J'avais pas envie d'attendre 101 épisodes avant de revenir. Mais non, mais sinon ça va super, je sais pas si tu sais, mais les Knicks sont en finale de conférence. Donc grosse ambiance à la casa. Et puis j'espère que toi aussi ça va. Ouais, ça va super. Moi aussi, je vais super bien, pour ceux qui demandent. Les Knicks sont en finale de conférence, et puis comme dit, ouais, on a eu quoi, une centaine de retours qui disaient que l'épisode sur Cooper Flagg avec FD était génial, donc trop content de l'avoir. J'ai même reçu des DM pour qu'il revienne. Donc ça annonce un bel épisode, et oui, j'espère. Je vois pas pourquoi quelqu'un irait mal ici, en tout cas. Ouais, super. Moi, j'ai pu changer mes billets. Ça m'a coûté que $300. Donc, c'est fantastique. Voilà. Donc, on est tous contents d'être là finalement. Et ça, c'est content d'être ensemble. Donc, content d'être ensemble. Et c'est vrai que ce profil de draft, Baptiste avait très envie de le faire. Donc, moi, je suis content que ça fasse plaisir à Baptiste. Et quand FD a découvert le joueur aussi, il avait l'air très intrigué parce qu'en fait du coup c'est un joueur que FD, si je me trompe pas, t'as découvert en préparant l'épisode sur Cooper Flagg. Ouais, en regardant Cooper Flagg de manière générale, même avant de parler de l'épisode. C'est vrai que je regardais Duke pour Cooper Flagg, et puis j'avais fait vraiment zéro recherche histoire d'avoir vraiment un avis non biaisé. Et c'est vrai qu'il y avait ce petit Con Knuppel au nom un peu imprononçable, et que je trouvais vraiment d'une maturité et d'une justesse dans son jeu vraiment top. Et donc je me suis dit, tiens, c'est un mec dont j'ai jamais entendu parler, donc c'est un mec qui a du transfer, qui a dû faire 3 ans de fac quelque part dans une autre conférence, arrivé à Duke en senior, c'est sa dernière année universitaire, c'est pour ça qu'il joue aussi bien. Et puis après, du coup, j'ai regardé, je me suis fendu d'une petite recherche Google, j'ai vu qu'il était freshman, et j'ai fait, ouais, il y a peut-être quelque chose à regarder. Et puis c'est vrai que sur les 2-3 premiers matchs que j'ai regardé de Cooper Flagg, donc plutôt en début de saison, je n'arrivais pas à ne pas regarder Con Knuppel, et j'étais vraiment impressionné. Et puis du coup c'est vrai qu'en re-regardant d'autres matchs de Duke, du coup maintenant plus avec un focus sur lui, je suis toujours aussi hypé, et je suis très content que Baptiste ait eu la même réflexion quand on en a parlé la dernière fois. Et du coup, Baptiste, toi, tu l'as découvert comment, même raison, entre guillemets, ou t'avais déjà des vues sur lui avant de commencer à scouter Cooper Flagg? En fait, moi, je regarde pas avant la NCAA ou l'année NCAA, ou en tout cas le process de draft, quoi. Je regarde pas au lycée, en gros. Je regarde pas en high school ce qu'ils font. Mais c'est vrai que Knuppel, je crois que il y avait eu un peu, la première fois où j'en entends parler, c'est quand il commit en fait à Duke. C'est le premier des 3 à commit avec Cooper Flagg et Maluak, et il commit quasiment les 3 en même temps. Et du coup, forcément, tu t'intéresses un peu. Après, Cooper Flagg, ça fait tellement longtemps qu'il est dans le système que forcément t'avais beaucoup d'attentes. Mais je l'avais pas vu avant de regarder jouer Cooper Flagg, et c'est vrai que en fait c'est très tape à l'œil, parce que tu te dis mais tu te dis, mais
il fait aucun mauvais choix en fait. En fait, il fait déjà assez rapidement, tu te dis, tiens, mais c'est quand qu'il a fait un mauvais choix, c'est quand qu'il a raté un tir, ce gars. Et de fil en aiguille, ouais, tu regardes de plus en plus, tu regardes un peu la data, tu regardes des choses comme ça, et puis tu te dis que ouais, je crois que ça vaut un pic loterie et ça vaut son épisode en tout cas. Ouais, ça vaut son épisode parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est même au niveau statistique, comme tu as dit, on trouve un joueur qui est presque déjà passé un petit peu dans le moule statistique, entre guillemets. On va parler de ses mensurations d'abord, donc, mais le moule statistique est quand même assez intéressant quand on va s'y pencher. Mais au niveau physique, du coup, on est quand même sur un joueur qui fait 6'5", donc c'est assez grand pour un arrière ou alors c'est assez petit pour un ailier, ça dépend un petit peu où est-ce qu'on veut se placer. Et peut-être le premier un petit peu contre-coup du profil, c'est que il fait 6'5 de taille et 6'6 d'envergure. Donc concrètement, bon, c'est pas un T-Rex, c'est pas un Austin Reeves ou un JJ Redick qui a une envergure négative, mais c'est quand même un joueur qui est pas beaucoup plus large qu'il est grand, entre guillemets, en termes d'envergure. Et souvent, c'est quand même quelque chose qu'on aime retrouver dans les profils. Donc ça, sur un profil comme le sien, est-ce que vous pensez que ça peut lui porter préjudice, notamment en défense FD? Clairement, c'est vrai qu'il était plutôt annoncé à 6-7 quand on avait parlé, notamment le dernier épisode. C'est vrai que c'est le Draft Combine qui a remis un peu les pendules à l'heure en le mettant à 6-5, ce qui me rassure un petit peu parce que c'est pas quelqu'un qui donne une impression d'être très grand quand il joue. Moi 6-5 ça me va beaucoup plus que 6-7. Vas-y Baptiste. Non, je voulais juste dire que c'est les mesures du Combine, donc c'est sans chaussures. Ouais. Donc en vrai, 6-6 quoi. Voilà, sur un terrain, il fera 6-6 et ça fait un 97, un 98. C'est pas 2 mètres, mais ça reste quand même aussi pas tout petit quoi. Ouais, c'est une mensuration de poste 2 un peu classique. Et c'est vrai qu'à mon avis, c'est son poste en NBA. Non, défensivement, on en reparlera, mais forcément, sa taille induit des limitations. Maintenant, il a d'autres outils physiques qui sont sympas, notamment, on en reparlera, mais sa vitesse d'appui, son centre de gravité qui est assez bas, et puis, mine de rien, il a un tronc qui est quand même assez fort, assez solide. Mais forcément, oui, sa petite envergure qu'on pouvait déjà voir en NCAA, et sa taille qui est une taille en fait d'arrière un peu classique, mais on n'a pas là un athlète aux mensurations extraordinaires pour son poste. C'est assez classique. Ok, mais par contre, ce qui est peut-être moins classique pour un joueur aussi jeune, entre guillemets, qui arrive dans le parcours professionnel, c'est un petit peu son approche méga analytics, parce que du coup, en termes de volume de tir, le mec prend soit des 3 points, soit des tirs au cercle, et on retrouve quand même très peu de mi-distance. Il prend 4 fois plus de 3 points qu'il prend de mi-distance, et 3 fois plus de tirs au cercle que de mi-distance. Donc entre guillemets, le mec vit dans les zones les plus rentables de la NBA, et du coup ce qui fait qu'il a un true shooting plus qui est vachement élevé. Il est à 65% de true shooting plus, donc c'est un des mecs les plus efficaces que j'ai vu, qu'on a pu en tout cas préparer dans les épisodes. Et on retrouve du coup un peu le toucher du shooter qui est du coup 40% à 3 points et 80% au lancer franc. Est-ce que malgré ça, ça passera quand même en NBA? Parce que du coup, de ce que j'ai compris, il y a quand même une certaine différence entre le niveau NBA et le niveau NCAA, parce que la ligne est du coup plus loin. Est-ce que du coup son shoot va se retranscrire, ou est-ce que là-dessus il y a un peu des doutes, Baptiste? Alors moi, je sais que parfois on fait des grandes phrases, etc. Et la draft, on cherche toujours un truc un peu choc. Hein, tu vois, c'est genre oui, c'est le plus bel athlète que j'ai jamais vu, etc., etc. Et avec par exemple Yakusonis, bon, je pense que je suis un peu revenu dessus, mais je trouve que c'est un très très bon passeur, comme ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Mais je pense que Knuppel, je peux affirmer très sereinement que c'est le meilleur shooter que j'ai vu en tant que prospect. Parce que, comme tu as dit, il y a 41% à 3 points et 91% au lancer franc. Et en fait, quand tu cherches un peu, alors moi j'ai pas vu, mais par exemple en high school sur son année 2024, donc 23-24, en fait tu vois que le gars est déjà à 40% en NCAA, à 3 points, pardon.
et 85% au lancer franc. Donc quand il avait 17 ans, quoi. Et ça, en vrai, c'est assez ouf parce que du coup, t'as de la data sur un gros échantillon déjà. Et ça, bah, ça te fait déjà te dire que, ok, quand tu recoupes tout, donc juste en termes de chiffres, 41% à 3 points, 91% au lancer franc. Le truc, c'est pas que sur un an, c'est backé par un peu des années antérieures, etc. Donc déjà, t'as ça. Et après, t'as le côté aussi où en fait, alors, le shoot a une lacune, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais il a pas le pull-up. Il a pas le pull-up pour l'instant. Mais en fait, en termes de shoot, c'est un shooter en mouvement vraiment d'élite, un shooter en catch and shoot extrêmement rapide. On le voit déjà faire une ou deux fois des no deep, des tirs en gros où il baisse pas la balle, c'est-à-dire il garde la balle haute et il tire. Comme dit, t'as le shoot en mouvement où il se tourne extrêmement vite. T'as une vitesse pour dégainer qui est assez folle. T'as l'impression que les close-out, en gros, c'est un peu... ça m'a vraiment tilté quand j'ai préparé l'épisode, mais tu sais, Guillaume Vizade, quand on avait fait le premier épisode avec lui, maintenant ton ami Azad, hein, et ben il disait qu'il y avait par exemple des joueurs pour qui on les considérait, en gros il les considérait lui au Mans comme des Curry, c'est-à-dire où vraiment faut faire un hard close-out, mais vraiment méga hard dans le sens où quitte à donner tes appuis, c'est pas grave, tu vas te faire driver, mais au moins t'évites le tir, parce que en fait même si tu fais un close-out et que t'es un peu devant, et ben si t'empêches pas le tir, ça va pas le gêner. Et Knuppel, je trouve qu'il a vraiment ce truc de, en fait, même s'il est contesté, c'est un peu un mauvais calcul avec lui. Et tu vois, il y a plein de séquences sur la série Warriors Rockets où t'as des close-out, tu te dis putain, mais il fait n'importe quoi Dion Brooks, ou il fait n'importe quoi Amen Thompson. Mais en fait, c'est juste parce que tu préfères que Curry il attaque tes appuis plutôt qu'il prenne un tir, parce que tu sais que de toute façon le close-out t'es un peu trop en retard. Donc en fait, ouais, Knuppel, t'as un truc de, t'as pas toutes les variétés de shoot encore parce que t'as pas le pull-up, mais en fait tout le reste c'est élite, et t'as la data, et t'as aussi un côté où la mécanique, alors il a les appuis, je vais laisser FD parler peut-être un peu là-dessus, mais moi je suis aussi relativement très confiant sur sa mécanique, quoi. Tu vois, il y a un bon transfert d'énergie, il est ultra régulier, etc., quoi. Ouais, et puis surtout, pour continuer un peu sur ce que tu dis, il est capable d'enclencher son tir dans des espaces qui sont relativement restreints, même quand il y a des gros close-out sur lui. Il est capable de dégainer. J'ai un souvenir de lui qui reçoit une mauvaise passe. Il est dans le corner à droite. Il reçoit une passe, donc il a les appuis qui sont un petit peu plus orientés vers la ligne de fond que vers le panier. Et il arrive en fait à se remettre très rapidement dans de bonnes conditions pour tirer et puis pour ramer. Et c'est un catch and shoot qui part super rapidement. Il a déjà le no deep. Il est capable de tirer en sortie d'écran avec des appuis qui ne sont pas totalement face au panier. C'est un petit peu ça aussi la grande force des tireurs en sortie d'écran. Les plus connus à la Kyle Korver, à la J.J. Redick, c'est qu'ils sont capables de tirer en mouvement, mais surtout même quand leurs appuis ne sont pas totalement bien posés. Et puis il a cette capacité, même dans son jeu de drive, de très vite se remettre dans une situation où il va s'arrêter, et puis tout de suite il a la balle dans la pocket, dans la shot pocket, ou voilà, en tout cas voilà, il se la met très très rapidement, et ce qui fait que ouais, c'est un tireur ultra complet. Pas encore le pull-up à 3 points, mais on reviendra aussi, ça vient aussi du contexte collectif dans lequel il était et de son utilisation offensive cette année. Mais non, je suis d'accord avec Baptiste, c'est un tireur absolument impressionnant et qui a déjà énormément de fondamentaux. Enfin, les bases et les fondamentaux du tir sont presque parfaites. Et donc forcément, il n'y a pas, puisque c'était ça ta question, Azad, à la base, il n'y a pas d'indicateurs qui pour nous peuvent nous dire que en NBA, le tir ne se transférera pas ou ne peut pas être très très bon avec un an ou deux d'ajustement, évidemment. Ok, et parce que du coup, ouais, je sais pas si je l'ai rappelé, mais tu as dit, Baptiste, qu'il sortait aussi, enfin qu'il était en high school jusqu'à l'année dernière. C'est vrai que du coup, on est sur un loulou qui est né en 2005, du coup, pour l'instant, qui a 19 ans et qui aura tout juste 20 ans au début de la saison prochaine. Donc, comme on l'a dit, c'est pas un mec qui a fait plusieurs années en NCAA ou quoi, c'est vraiment un petit jeune, quoi. Donc, c'est aussi ça qui fait probablement sa cote un petit peu à travers les boards, tout simplement. Moi, ma question un petit peu, quand j'entends parler de la qualité de shooter et la qualité qu'il avait du coup à la fac et en high school,
qu'est-ce qui va le différencier d'un profil comme Red Shepard qui avait l'air du coup d'être d'un tireur d'élite, mais du coup qui a pas vraiment trouvé sa place en NBA. Bon, après, c'est très lié à son contexte, qui est dans une équipe de Houston qui préfère faire jouer des mecs qui peuvent pas mettre un tir, mais qui défendent et qui font 2 mètres, que un joueur comme Red Shepard. Mais du coup, c'est quoi par exemple la différence un petit peu entre ces deux joueurs-là, et du coup, quelle est la valeur ajoutée un petit peu que Knuppel a, qu'un joueur peut-être plus unidimensionnel comme Shepard n'avait pas? Je sais pas, par exemple, toi, Baptiste, qui l'avait beaucoup suivi Shepard et qui était très haut sur le... T'as l'air d'être très haut sur Knuppel aussi, mais du coup, t'étais déjà très haut sur Shepard. Du coup, qu'est-ce qui me fait croire que tu vas pas te planter tout simplement une deuxième fois de suite? C'est le tacle est appuyé quand même pour un petit rookie. Faut s'y attendre. C'est la discussion qu'on a un peu eu la dernière fois aussi. Ouais. Ben, en fait, déjà, pour moi, si je me replonge, je pense il y a plein de choses qui les différencient un peu. La première, c'est que tu as un contexte de draft qui est un peu différent. Moi, j'étais haut aussi sur Shepard parce que finalement, c'était un contexte où pour moi, il n'y avait pas forcément de stars. Et donc, pour moi, je regardais qui allait être le meilleur role player. Et tu avais Shepard, Rizaché, des choses comme ça, quoi. Mais ce qui le différencie fondamentalement de Shepard, c'est que Shepard, il y avait un endroit, pour moi, un scénario, pas un endroit, mais un scénario où ça se passait pas très bien. C'était celui où finalement il est trop petit, il joue dans un système déjà assez exigeant, où en fait on le fait switcher, etc. Et du coup il se fait cibler défensivement encore et encore, et on lui donne pas assez de ballons en attaque pour que t'en tires un peu de la valeur. Donc en gros, Houston. En gros, malheureusement, c'est Houston, et je pense que ça passait beaucoup par la taille, Rich Shepard, parce que lui aussi il avait des petits bras, mais pour le coup il était quoi? Il était à 6'1 ou 6'2 peut-être, donc ce qui est vraiment petit. Et je pense que Knuppel, t'as un truc qui le différencie. Déjà, pour moi, c'est un bien meilleur shooter. Shepard était beaucoup plus on-ball sur du pick and roll et peut-être avait un meilleur pull-up, même sans doute un meilleur pull-up, je pense, pour punir des drops, etc. Knuppel va être plus grand, même s'il n'est pas géant, on l'a dit, il n'a pas des mensurations géniales, plus costaud, donc beaucoup moins ciblable défensivement. Et c'est aussi un joueur qui, je pense, est sur le shoot, c'est un poil différent, dans le sens où Knuppel est aussi plus avancé, je trouve, que Shepard, sur tout ce qui est sortie d'écran, fondamentaux de tir dont parlait FD. Tu vois, Shepard, typiquement, il avait une mécanique il y avait un petit jeu d'épaule où il avait ce mouvement d'épaule, le balancier un peu, et tu pouvais te poser des questions. En vrai, moi je me les posais pas à l'époque, mais peut-être qu'avec le recul tu pouvais te les poser. Mais si je dois retenir un truc, je sais pas si FD t'es d'accord là-dessus, mais je dirais que ce qui change principalement, c'est surtout le morphotype, quoi. Ouais, déjà il y a la taille qui est effectivement différente. Knuppel fait à peu près 10 cm de plus que Rich Shepard. On est à 6'2 contre 6'5. Et puis même l'utilisation offensive, je pense avec le recul quand même que l'année de Rich Shepard en NCAA est un coup de chaud, mais un coup de chaud qui a duré un peu longtemps. Pour rappel, pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément suivi ou qui auraient une mémoire d'un an, ce qui est très bien d'ailleurs, il faudrait l'avoir. Rich Shepard, c'est 52% à 3 points en NCAA, ce qui n'est absolument pas tenable, mais avec beaucoup de pull-up. C'est encore plus fort, mais dans un profil où il est plus premier porteur de balle l'année dernière à Kentucky, là où Knuppel cette année était plutôt en bout de chaîne ou deuxième porteur de balle. Et l'autre différence, c'est, tu l'as dit, Azad, Rich Shepard, Knuppel, c'est un joueur qui utilise très peu le tir à mi-distance et qui n'a pas besoin d'être dominant physiquement pour dominant physiquement, oui, c'est pas très beau ça, dominant physiquement pour créer son tir, là où Rich Shepard avait beaucoup utilisé sa puissance et sa force pour se créer des tirs à mi-distance en NCAA, ce qu'il pouvait faire en tant que meneur d'un peu moins d'1m90 en NCAA, ce qui est beaucoup plus difficile à faire en NBA. Donc je dirais que c'est ça un petit peu la différence. Je pense que Knuppel a un jeu qui est déjà beaucoup plus NBA compatible que ce qu'a fait Rich Shepard dans son extraordinaire année au scoring en NCAA. Ouais. Et il y a un truc, attends, avant que je te redonne la parole, mais tu vois, sur le côté coup de chaud, et ça pour le coup on s'y attendait,
Mais Knuppel, comme dit, c'est 91% au lancer franc. Rich Shepard, c'est 83. C'est aussi un bon indicateur. Mais ouais, je suis d'accord aussi que dans le jeu aussi, t'as un côté où Knuppel peut déjà vivre sans la balle, là où Shepard peut-être pouvait un peu moins, ouais. Ok, et en plus de ça, de ce que j'ai un peu cru comprendre la dernière fois que vous en avez parlé, et vite fait de ce que j'en ai vu un petit peu des vidéos qui sont passées et que j'ai trouvé, c'est que c'est pas seulement un shooter, et en fait c'est un peu ça, je trouve, qui est difficile à lire dans son profil, c'est qu'on voit du coup shooter d'élite. En plus, t'as du coup le fait que ce soit un joueur peut-être qu'à la gueule d'un mec qui sait faire que shooter concrètement, un petit peu, voilà. Donc il y a un peu je trouve qu'il y a un peu le biais de genre ouais, ça, c'est juste un shooter d'élite entre guillemets, un peu un profil à la JJ Redick, mais avec un peu plus de taille peut-être, et peut-être un moins bon micro, donc peut-être que lui fera pas de podcast. Mais pour le coup, j'ai l'impression que il y a aussi la capacité, au-delà d'attaquer les close-out bêtement, il y a ce truc de peut-être pas de la création, mais un petit peu de création tertiaire, secondaire ou de connecting. Et du coup, ça, je me demande à quel point c'est valable parce qu'il a joué contre des étudiants. Et du coup, no disrespect whatsoever to la NCAA, mais du coup, il va jouer contre des professionnels la saison prochaine. Est-ce que, genre, la qualité de son passing et de ses lectures, c'est des choses que vous voyez se retranscrire, par exemple, du coup, en NBA, dans un contexte où il va avoir besoin d'attaquer justement des close-out et de jouer parfois un petit peu le connecteur FD? Moi, je trouve son process vraiment, vraiment très bon. C'est un peu ce que je disais en intro, c'est que je l'ai rarement trouvé un petit peu pressé dans ses drives. Il a un espèce de jeu, pour le coup, très très universitaire, où quand il drive, il s'arrête sur 2 pieds, il prend un petit peu de temps pour regarder l'aide, d'où est-ce que vient l'aide, et du coup faire la bonne passe de kick-out. Dans un jeu NBA où les aides sont un petit peu arrivent plus rapidement, elles sont plus grandes, les bras sont plus longs, il va peut-être y avoir des difficultés. Maintenant, pour moi, il est capable vraiment d'attaquer les close-out et de faire la passe simple. On l'a vu notamment quand il sortait de curl. Il a fait toute la saison où il sortait de curl, que ce soit à 3 points ou à mi-distance, pour prendre des tirs en catch and shoot. Quand les défenses s'ajustaient et que du coup le défenseur du poseur d'écran, donc le défenseur de l'intérieur souvent, surjouait le curl, il était capable de faire la petite passe de liaison pour Maluak, notamment leur grand pivot, pour des passes de alley-oop. Je trouve le passing assez fonctionnel. Preuve en est, en fait, on est à 15,7% de ratio de passes décisives et assez peu de balles perdues aussi. Donc ouais, je trouve son passing, c'est pas un manipulateur de défense, c'est pas un joueur qui a joué énormément de pick and roll sur l'année, il en a joué quand même quelques-uns quand Cooper Flagg n'était pas sur le terrain et qui prenait un peu plus de responsabilité offensive. Clairement pas un manipulateur, mais le passing pour moi est fonctionnel, qui peut l'amener à être dans un rôle de connecteur très bien en NBA, sans forcément plus. Toi, Baptiste, c'est un truc que tu vois se développer parfaitement en NBA, ou tu penses même que ça peut aller plus loin? En vrai, je pense que c'est un épisode que j'avais particulièrement hâte de faire aussi un peu pour ça. Parce que, exactement comme tu as dit, je pense qu'il a un jeu, il a un physique, il a tout pour qu'on se dise « Ok, ça va être un joueur qui est limité dans son rôle. » Et c'est vrai que même, tu vois, dans son style, son dribble, son passing, etc., c'est un passing qui est très fonctionnel. Et il y a ce matin, j'écoutais le podcast que t'as fait toi, Azad, avec Envergure, où tu disais qu'en fait, peut-être que le public apporte beaucoup trop d'importance à l'esthétisme du dribble ou des passes, etc. Bon, les passes, c'est encore un truc différent, mais surtout sur le dribble. Alors qu'en réalité, ce qu'on cherche, c'est quelque chose de fonctionnel, quelque chose qui marche. On s'en fiche un peu de comment ça marche, tant que ça marche, quoi. Et je trouve qu'avec Knuppel, t'as un peu ce côté où le dribble, le passing est super fonctionnel. Alors il est pas parfait comme dit. Sur drive, c'est pas encore ça. Il est un peu pas habitué, etc. Mais je trouve que dans l'ensemble, sur les sorties d'écran, parfois il jouait pas mal aussi de empty side pick and roll,
avec Malouak, etc. En fait, c'était souvent des jeux à deux qui se transformaient en gros par des Knuppel qui drive et Malouak qui roll. Et je trouve que dans l'ensemble, Knuppel, c'est un joueur qui a un process qui est super rapide. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que en fait, quand il attaque le close-out, il est super rapide. Quand il fait sa passe de lob, il est super rapide. Et le petit truc, c'est un peu quand il est vraiment au cercle, qu'il s'arrête comme ça à 2 pieds, ou alors qu'il essaye de contourner avec son pied de pivot, etc. Et que là, ça s'agglutine un peu dans la raquette. Et là-dessus, il est un peu lent pour libérer. Mais ouais, je trouve que t'as un peu ce côté où il y a des choses que je trouve sur lesquelles tu peux bâtir, c'est que c'est un bon passeur c'est un excellent passeur de lob, un super connecteur, il peut attaquer les close-out, et il y a un truc pour moi qui me marque beaucoup, c'est un truc tout con, mais sur les swing, en gros sur les passes de connexion, les extra passes, en fait, il a déjà fait la passe avant de la recevoir presque. Et pour moi, c'est un peu un truc de, ok, c'est un joueur qui a vraiment un process de réflexion et ouais, un process super rapide, quoi. Et pour le coup, il y a 2-3 flashs, alors c'est pas beaucoup, mais tu vois, sur des empty side pick and roll où il va balancer une skip pass, alors c'est un passeur pour l'instant que main droite, et comme dit, plus fonctionnel et mécanique que vraiment flashy, mais je sais pas ce que t'en penses, FD. Tu vois, je trouve qu'il y a bien plus que juste du shoot en mouvement, quoi. Du shoot en mouvement et clairement. Libéré par-dessus, quoi. Ouais, de ouf. Le côté, le côté attaque de close-out est vraiment super intéressant. Le côté utilisation des feintes pour faire sauter les défenseurs. Et puis après, même s'il a pris assez peu de mid-range sur l'année, c'est quand même quelque chose qu'il a dans son arsenal et qui peut être utile en NBA, notamment sur les attaques de pick and roll où je pense que s'il doit attaquer du drop, son tir à mi-distance ou son flotteur qu'il a quand même beaucoup utilisé peut être quelque chose qui va être intéressant parce que, et ça permet peut-être de faire la transition sur un autre aspect de son jeu et qui est peut-être là pour le coup un petit peu moins amélioratif, même si on en parle un petit peu en filigrane depuis avant, c'est que il a besoin d'avoir ce toucher de shooter parce qu'aujourd'hui, l'accès au cercle, déjà en NCAA, était compliqué. T'en parlais quand tu mentionnais le fait qu'il s'arrête à 2 pieds dans la raquette et que parfois il essaye vraiment de forcer le up and under un peu à la Bronson. Il n'a pas encore ça dans son arsenal et il est obligé de l'utiliser parce que la finition au cercle, au contact, avec explosivité, etc., c'est juste pas quelque chose qu'il a dans son arsenal. Mais cela dit, il y a un truc que je trouve intéressante, et moi une phrase que j'aime bien, c'est, alors parfois ça mène à des situations où, comme dit, t'as l'impression qu'il s'empile vraiment à l'intérieur, mais footwork pays bills, quoi. parce que il a un footwork qui est, comme dit, parfois pour se mettre un peu dans son spot ou trouver un petit angle qui est un peu sous-estimé, même si c'est pas encore c'est pas du je sais pas, du Luka Doncic ou du Jalen Brunson tiers, quoi. Ouais. Il a des passes notamment de pick and roll avec Cooper Flag où justement en fait il attend que Cooper Flag roll au cercle, il multiplie les pieds de pivot, il arrive à trouver une super pocket pass, il en a eu deux ou trois. Et un autre aspect qu'on peut encore mentionner sur son attaque, c'est sa science du jeu hors ballon. Ouais. C'est le gros point fort de son profil. C'est qu'il a beaucoup été utilisé en sortie d'écran, mais juste parfois placé à l'opposé du ballon, et en fait juste profiter de la gravité de Cooper Flag. Et il a une patience, il a un timing dans les cuts, même s'il est meilleur quand il reste dans le corner à 3 points. Mais il a vraiment cette capacité à faire les bons choix, à respecter le spacing. Et ça, pour le coup, c'est pour moi une compétence genre ultra intéressante en NBA. Juste occupe les bons spots sur le terrain, fait les bonnes coupes, fait les bons ajustements quand tu dois monter, quand tu es dans le corner, mais il faut monter à 45 degrés pour avoir un tir ouvert. Ça, il a déjà ce feeling. Et il est déjà super discipliné sur ses mouvements, ce qui est rare sur un joueur de même pas 20 ans. Et l'utilisation était aussi super intéressante parce que du coup on l'a déjà, il y a ce côté avec les prospects souvent,
bah, tu les vois pas faire, donc en fait, tu sais pas, tu vois. Typiquement, Rich Shepard, si on reprend cet exemple, bah, Kentucky, Calipari l'année dernière, c'était, bah, vas-y, joue tes pick and roll, et puis on verra. Et puis il y avait un ou deux pick and roll entre petits, mais c'est tout. Là, tu vois, il est beaucoup utilisé sur des curls, sur des zooms, sur des pick and roll inversés où c'est lui le poseur d'écran et Cooper Flag le porteur de balle. Ou alors dans l'autre sens, et comme tu l'as dit, c'est aussi un bon passeur. Il y a, je crois, un alley-oop pour Cooper Flag où Cooper Flag, tu te dis, ah oui, quand même, il monte quand même sacrément haut. Mais ouais, en fait, ce qui est ouf, c'est que dans beaucoup d'utilisations, alors à part en gros de l'isolation et créer le décalage, bah en fait, on l'a vu et on l'a vu être très bon, quoi. Être vraiment très bon, toujours retrouver ses spots, etc. Et ça, c'est super appréciable, quoi. Donc, en attaque, en réalité, on a un profil qui, au-delà d'être moderne dans la sélection de tir, il est aussi très moderne dans la compréhension de son rôle off-ball et on-ball, et du coup, qui pourrait, entre guillemets, très vite impacter une équipe qui gagne déjà. Le problème, c'est qu'il va surtout se retrouver dans une équipe qui est mauvaise, normalement. Du coup, ça va être aussi intéressant de voir assez tôt comment comment il va être utilisé, parce que il y a quand même, tu vois, quand vous en parlez, moi je vois un petit peu à moindre mesure, donc j'espère qu'il sera meilleur entre guillemets. Je pense qu'il est un peu plus grand, mais tu vois, Corey Kispert des Wizards, j'ai un peu l'impression que ça peut être une version entre guillemets plus développée que ça, mais dans la compréhension du jeu off-ball, le shooting d'élite, un petit peu être capable de jouer sur des cuts, de faire un peu de connecting. Moi, c'est un peu sur ça que je me projette, et je me demande à quel point du coup un joueur comme ça dans un contexte où tu gagnes pas, entre guillemets, parce que t'as pas beaucoup de talent autour de toi. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, parce que je pense qu'il va se retrouver justement dans un endroit où bah, il y a peu de talent autour de lui offensivement, et de voir du coup, est-ce qu'il va finalement passer au révélateur assez vite offensivement, ou est-ce que du coup il va se retrouver dans un contexte, tu vois, après s'il se retrouve, imaginons que Dallas fasse n'importe quoi et le prenne en première position, bon bah finalement il sera à côté de Davis et Kyrie, il sera pas si mal, tu vois, et comme ça. Ça va pas si mal, ouais. Ouais, et vu que Boston, ils vont échanger leur pick avec Jalen Brown et San Antonio, Pump, Cooper Ah oui. Flag à Boston, et voilà. Mais du coup, une fois qu'on a fait l'attaque un petit peu, on a fait le passing, on a vu... Il y a juste un truc drive. sur l'attaque aussi, Ouais. que je voulais rajouter, si tu me permets. Mais alors là, c'est vraiment fait comme chez toi. Ok, bah ça tombe bien. Ça tombe bien. Super. Mais il y a un truc, tu vois, on a dit, il a un côté aussi assez tanké physiquement. Ouais. Bien plus, enfin assez costaud en fait. Quand tu le compares à d'autres shooters, tu vois, en NBA, il a ce côté un peu à la Corey Kispert pour le coup, qui est un peu tanké. Et si tu le regardes comme ça, tu te dis, ouais, il est presque un peu bouffi, quoi, tu vois, Con Knuckle. Et en fait, c'est là où je trouve que le basket, c'est un sport génial. C'est qu'en vrai, ça l'aide aussi beaucoup dans le côté patience que décrivait FD avant. Tu vois, sur des sorties d'écran, par exemple, il va mettre le défenseur dans son dos ou sur une hanche. Et il va pouvoir du coup se donner le temps que son rollman, que ce soit Cooper Flag ou Malouak, il aille au cercle. Et en fait, parce qu'il a la puissance et il a un peu cette largeur, j'ai envie de dire, pas forcément d'envergure, mais un peu ce côté assez costaud, et qui lui permet aussi d'avoir un in-between game qui est intéressant, même s'il n'y a pas forcément, comme dit, le driving game jusqu'au bout, athlétique, je vais poster les gars, ou je vais finir avec un angle de fou comme chez Gilgeous-Alexander, ou des trucs comme ça. Mais c'est un petit truc, tu vois, où tu te dis aussi, tu vois, par exemple, ce que Booker fait extrêmement bien. Ok, bah, je mets mon défenseur juste sur ma hanche, je vais dans mon spot. Ok, tu couvres le rôle, bah, je prends mon pull-up à mi-distance, et je suis un excellent joueur de mi-distance, donc c'est pas mal, quoi. Bon, est-ce que FD, toi, t'avais un truc à rajouter sur l'attaque, ou est-ce qu'on a fait le tour du loulou? Non, je crois qu'on est bon en attaque. Hein. Franchement, le profil offensif fait quand même vraiment rêver. Tu vois, tu sens que tu vas pas drafter un futur, à part s'il y a vraiment des choses qui se développent qu'on n'a pas forcément vu venir, mais ce sera pas un All NBA. Mais par contre, ça peut être vraiment la Rolls-Royce des role-players connecteurs shooters, quoi. Et du coup, bah, en fait, tu deviens t'es une sorte t'es ta Rolls-Royce des role-players. Et
quand on voit l'importance que ça a d'avoir des très 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 bons role-players et d'avoir un très bonne profondeur en NBA, ça peut être très utile. Par contre, excusez-moi, mais du coup, au basket... Votre gars, là, ça joue sur deux côtés, le ouais, basket. Il y a des deux côtés du terrain. Comment ça se passe de l'autre côté? Parce que du coup, si Mister, il est un peu bouffi, qu'il a... Bon, vous me dites que le footwork est très bon en attaque, donc j'ose espérer qu'il est sur la pointe des pieds en défense et qu'il n'est pas sur les talons. Mais du coup, FD, qu'est-ce que t'en as pensé défensivement aux côtés de... En plus, il était bien aidé, je pense, défensivement, parce qu'il avait un peu l'assurance touriste derrière. Mais du coup, de ce que t'en as vu, malgré son assurance touriste, qu'est-ce que ça donne en défense? Eh ben, c'est pas si terrible que ça. Alors, vraiment, il faut le remettre dans le contexte collectif. C'est que on avait plutôt... Donc, on a dit c'est un poste 2 il a beaucoup défendu des postes 2, ou en tout cas, il a défendu sur les extérieurs, souvent les moins dangereux. Où on avait plutôt Zion James ou bien Tyrese Proctor qui étaient un petit peu les chiens de garde attitrés à Duke. Plus Zion James d'ailleurs que Tyrese Proctor. Mais voilà, Knuckle n'a pas été utilisé en tant que défenseur principal au point d'attaque, ou assez rarement. Maintenant, sur les situations où il l'a été, sur les matchs que j'ai vus, j'ai noté, comme je l'ai un peu dit en intro, vraiment un centre de gravité assez bas, des appuis qui sont assez rapides, ce qui lui permet de ne pas être si horrible dans la navigation d'écran. Et puis, il a quand même ce truc de bien anticiper, de bien lire le jeu. Dans le spacing NCAA aidant, donc t'as pas besoin de trop te jeter sur le close-out, et donc parfois le manque de vitesse latérale qu'il peut avoir, c'est pas forcément trop vu. Mais voilà, c'est difficile quand même d'évaluer sa défense, ou c'est difficile de trop donner du crédit à sa défense quand on considère que derrière lui, il y avait effectivement Malouak et Cooper Flag qui faisaient que il pouvait se faire passer sur le premier rideau, les mecs allaient quand même avoir du mal à marquer. Mais quand même, en termes d'effort, en termes d'intelligence, en termes juste d'intelligence collective et de rotation, il y a déjà un plancher qui est intéressant. Je sais pas ce que Baptiste en a pensé. Maintenant, il y a des limitations athlétiques qui sont évidentes, mais j'ai pas trouvé ça super alarmant. Ouais, bah oui, ce sera pas un gros positif, mais tu vois, dans une NBA, si tu penses en NBA où ce genre de profil, souvent ils jouent pas parce qu'ils se font cibler on ball et etc etc. Ça mérite, bla 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 bla. Mais en fait, bah lui, je trouve qu'on ball, comme dit, il coulisse suffisamment bien. Même, tu vois, ce côté où il tourne les hanches, c'est assez rapidement, l'une ou l'autre fois où il doit le faire. Et en fait, pour moi, il y a un peu ce truc de si ta défense, c'est Knuckle qui se fait cibler sur une ISO, je pense que ta défense, elle est bonne, quoi, en gros. Ouais, tu vis avec ça. Tu vis avec ça. À moins que ce soit un post-up face à Jokic. Oui, dans ce cas, on est d'accord. Mais je pense que voilà, ce sera pas un problème de oula, on peut pas le faire switcher, il faut qu'on change nos couvertures pour le protéger absolument, etc. Je pense que ça va, et il y a ce côté aussi intelligence dans les rotations, dans les lignes de passe, etc. qui est malgré tout suffisamment appréciable pour avoir un peu ce côté tu vas pouvoir en extraire tout le jus offensivement, quoi. Tu vois, ça peut être aussi je sais pas, mais il y a un peu ce côté Duncan Robinson, c'est un peu secrètement un moteur offensif. On verra avec Knuckle, mais si t'as un joueur qui est à ce point élite en shooting et qui tient en défense, voilà, tout l'enjeu ça va être est-ce qu'il tient en défense. Moi je pense que la réponse est assez facilement oui. Ok, mais dis donc, c'est quand même... On est assez chaud quand même. Ouais, vous le vendez bien ce produit. Genre, on va dire que c'est pas un trendy parce que c'est pas un mec qui est positif défensivement, mais du coup, il est tellement un shooter d'élite et neutre en défense que tu peux avoir une... Vous avez parlé quand même de Duncan Robinson, c'est un peu genre la Rolls-Royce du shooter slash connecteur un petit peu... même s'il joue pas forcément assez parfois au hit à mon goût, c'est un peu la Rolls-Royce de ce profil-là, donc ça peut être très intéressant. Il y a un truc quand même que quand vous dites qu'il peut pas être ciblé et tout,
c'est parce que du coup, c'est quoi? C'est son centre de gravité qui est assez bas pour qu'il puisse tenir? Ou c'est juste que finalement, il est pile poil ni trop grand ni trop petit et qu'il a un peu un profil médian qui fait que finalement, il n'y a pas de qualité mais il n'y a pas de défaut, quoi. Bah, c'est un peu les deux. Ouais. Et puis, en plus de ses appuis qui sont vraiment bons, comme on l'a dit avant, c'est un mec qui, enfin, je sais pas comment le dire, ouais, qui est un peu bouffi, quoi. Mais dans le bon sens du terme, qui a de la charpente, quoi. Qui est costaud. Ouais, tu vois, Sam Et en Merrill plus, qui est tout fin, par exemple, Ouais. ou Ty Jerome, même si Ty Jerome c'est très différent offensivement, hein, mais Ouais, tu oui. vois, on n'est pas sur ce genre de profil-là. Ok. Et en plus de ça, moi, ce qui me plaît un petit peu là-dedans et ce qui souvent permet un petit peu à des joueurs presque négatifs ou neutres d'avoir un impact positif en défense, c'est qu'il est très intelligent dans la lecture, quoi. Et en réalité, la lecture, si elle est bonne en attaque, elle peut être aussi très bonne en défense si le joueur, entre guillemets, voilà, du coup, a un petit peu envie de faire aussi ces lectures-là. Mais concrètement, sa tête et sa vision de jeu peut être tout à fait utile en défense aussi, quoi. Ouais, tu vois, sur Stunt par exemple, Ouais. il est vraiment bon sur Stunt et Ouais. sur la coordination main-œil, tu vois, et puis mettre la Ouais. main au bon moment. Alors qu'il n'a pas une grosse envergure, finalement. Ouais. Mais c'est encore une fois, ça, c'est à remettre dans le contexte NCAA aussi, où tu peux être plus agressif sur les stunts en NCAA. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oui, de toute façon, à chaque fois qu'on apporte une réponse à une question, c'est toujours dans la limite des stocks disponibles, entre guillemets, Ouais. et Oui. que le contexte se transmette bien, quoi. Mais trop bien, ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le profil ou je peux vous faire un petit peu des questions gadgets comme sur l'autre fin d'épisode? Ah, tu peux. Moi, je pense Là, que les auditeurs sont là pour que cette partie. Donc, Que pour cette partie. On finira par où est-ce que vous avez envie de le voir. Hein. Dallas. Mais non, mais con. Mais avant ça, on va faire un peu d'autres questions. Est-ce que il va finir une saison en tant que joueur qui a marqué le plus de 3 points sur une saison? Ouf. Comme cette année, c'est Anthony Edwards, par exemple. Si Ouais, vous c'est avez- ça. En fait, le Ouais, truc, c'est ouais, que ouais, ouais. les profils qui le font, c'est aussi des gars qui ont genre 30-35% d'usage et qui prennent des pull-ups, quoi. Pas forcément. Après- Tu vois, c'est le deuxième, c'est Malik Beasley. Ah ouais. Ok. Ouais, mais tu vois, je pense que s'il rentre dans la ligue il y a 10 ans, il peut faire une saison à la JJ Redick ou à la Ouais. Kyle Korver où effectivement son volume en catch and shoot est tellement plus haut que les ball handlers. Mais où j'ai l'impression que maintenant, en fait, les stars offensives qui ont beaucoup la balle, ils prennent aussi du pull-up fui, tu vois. Donc, moi, j'aurais tendance à dire non. Non, non. Ok. Ouais. Des Ouais, limitations moi- de profil, mais aussi des limitations, genre juste collectivement dans la ligue. Je pense pas que ce soit un mec qui va jouer off-ball qui va mettre le plus de 3 points dans une Ouais. saison. Parce que comme dit, je pense aussi que son profil, c'est pas que ça, tu vois. Malik Mhm. Beasley, c'est vraiment que ça. Mhm. Je pense qu'avec lui, t'as un peu ce truc de... franchement, tu peux lui donner des pick and roll, il peut attaquer des close-out, t'as un jeu de drive qui est intéressant, c'est un bon passeur, etc. Donc moi, je dirais non. Je dirais non plus. Pareil. Enfin, je dirais non. Oui, Non plus. non. Je dirais pas oui, en tout cas. Fantastique. Et du coup, vu qu'on n'est pas sur un profil que shooter, ma deuxième question, c'était en carrière, est-ce qu'il aura un ratio assist usage supérieur ou inférieur à 1? Pour vous donner une idée un petit peu, Ah, un profil comme Derek White, c'est autour de 0,95 à 1. Parfois, il y a des saisons à 1,05, 1,10, il y a des saisons à 97, 91. Mais voilà, c'est un connecteur, donc on tourne un petit peu autour de 1, la balance passe scoring, disons, sur cleaning de glace. De quel côté du spectrum, du coup, vous le retrouvez, vu qu'il fait pas que du shooting, mais que d'un autre côté, c'est pas non plus un initiateur qui va se retrouver beaucoup à la création par la passe. alors attends, est-ce que je peux te demander, Oui, tu peux toujours demander, après, je sais pas si je vais te répondre. par mais- exemple, un Devin Booker, il est à combien en carrière à peu près? Devin Booker. Alors, Devin Booker en carrière. Là, cette saison, les 2 dernières saisons, c'est 0,98, 0,96. Et avant ça, c'était 0,66, 0,75, 0,56 avec un pic à 0,92 en 2020.
pense que si Booker l'a pas fait, je vais dire non. Ok. Je veux pas être... Non, les mecs que je regardais un peu, tu vois, des Kevin Werther à l'époque où il posait un peu le ballon, il y était pas non plus. Ok. Donc non. Puis même là, je vois Franz Wagner, il est à 0,79. C'est pas. Oui, mais c'est parce qu'il y a personne à qui faire une passe, Orlando. C'est parce qu'ils les mettent pas, c'est ça. Il fait la passe, mais ils les mettent pas. Oui, en même temps, genre. Bref, on va pas commencer sur Orlando maintenant, mais bref. Max Strus, cette année, il est dans le positif pour la première fois de sa carrière. Enfin, dans le positif, il a plus de 1. Ouais, Max Strus, si c'est une version de Max Strus qui met ses tirs, parce que Max Strus, il les prend, les tirs à 3 points. Le problème, c'est que. Après, faut les mettre, quoi. Ah non, Imagine Max Strus à 40%, mec. Ouais. Ah ouais, là, ça me fait rêver. Max Strus à 40%, j'avoue que je pense que je vais le chercher moi-même à l'aéroport, le loubar. Bah, tu y es bientôt, ça tombe bien. Oh putain. Oh salopard. Ok, super, méga trop cool. Petite question gadget. Est-ce qu'il va être 6ème homme de l'année durant sa carrière? Non, parce qu'il va être tellement bon autour des starters qu'il sera dans le 5. Ok. Voilà, exactement. Il sera pas sur le banc. Ok. Est-ce qu'il va être All-Star en carrière? Je pense pas. Moi, je pense. Ah, let's go. Est-ce qu'il va être All-NBA? Allez, je me mouille. Non, Ok. All-NBA, non. Ok. Et All-Star, je pense qu'il peut en faire... Ok. Il peut en faire un ou deux, tu vois. Oui, il peut en gratter. Allez, All-Star on dit oui, All-NBA on dit non. Ouais. Moi, je garde non sur All-Star. All-Star, tu gardes non, mais c'est bien comme ça. On a un peu de conflit. Et du coup, où est-ce que vous voulez le voir drafter? Bah maintenant qu'on a la loterie, c'est quand même beaucoup plus Eh oui. simple. Hein. C'est vrai que maintenant, on a la loterie. Oui, c'est sûr. Mais du coup, où est-ce que vous pensez que qu'il part quoi dans les 5 premiers tours? Enfin, les 5 premiers choix. Il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a qu'est-ce qu'on ferait et qu'est-ce qu'on pense qu'il va se passer. Ouais, bah, répondre aux deux. Hein. C'est très bien. Alors, on va commencer par ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que Cooper Flag va partir en 1 à Dallas. Dylan Harper va partir en 2. À Boston. En 3, ce sera peut-être pas les Sixers, mais je pense que ce sera Ace Bailey. En 4, ce sera VJ Edgecombe. Et après, c'est la foire à la saucisse qui commence. Ah ok, mais du coup, c'est bien le Jazz, non? Ah, moi, le Jazz, j'aime bien l'idée. Bah, avec Will Hardy, non? Ça te fait pas rêver, Baptiste? J'ai pas dit que ça me faisait pas rêver, j'ai dit qu'à partir du 5, je sais plus ce qui va se passer. Bah moi, typiquement, le voir aux Wizards, ça me plairait pas trop, parce qu'ils ont déjà ce genre de profil. Vends-lui du rêve. Regarde, qu'est-ce qu'il y a après les Wizards? En vrai, les Pelicans, c'est sympa. Ah ouais. C'est sympa. Après, ils ont aussi Jordan Hawkins, qui est espèce de tireur fou dans un style différent, attention. Ouais, mais qui joue pas, quoi. Parce qu'il défend pas et qu'il est tout petit. Ouais. Moi, après, faut voir s'ils gardent leur pick ou pas. Ouais. Mais si tu m'avais demandé avant la loterie, tu vois, je t'aurais dit genre San Antonio, trop bien. Ouais. San Antonio, trop bien. Les Sixers, en vrai, genre, tu peux faire un spacing un truc de fou aussi aux Sixers. Ouais. Tu peux le jouer avec McCain. Tu peux faire jouer les deux. Je pense. Attends, les 3 avec Maxey, c'est ça plus la question. Je pense que tu peux en faire 2. Tu peux en faire jouer 2. Est-ce que tu peux faire jouer les 3? Je ne sais pas. Avec une raquette Gershon et Embiid, ça va pas défendre fort. Hein. Paul George et Embiid, ça va. Ouais. Faut s'accrocher, quoi. Ouais, non, mais tu peux avoir un truc genre Maxey, Grimes, Knuppel, Paul George, Embiid. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, hein. C'est sympa, j'avoue que c'est sympa, ouais. Ça, ouais, non, sinon ouais, pour moi, c'est les Pélicans, pour moi. Ok. Les Pélicans, ce serait la folie. Ce serait la folie aux Pélicans. Avec Trey Murphy, Herb Jones, Zion. Yves Missy. Et Yves Missy. Oh là là, avec genre Zion en porteur de balle primaire, Yves Missy comme rollman, et à côté de ça, t'as que des mecs qui
qui cartouchent à 3 points et qui défendent. Qui dégaine en une demi-seconde. Oh là là. Est-ce qu'elle est pas là, notre équipe champagne l'année prochaine? Moi qui essaye de vendre les Pelicans à tout le monde. Après, c'est quand la dernière année où les Pelicans n'étaient pas l'équipe champagne? Ouais, Ouais. Dans la tête d'Azad, ouais, ça remonte à il y a longtemps. Attends, Herb Jones, Trey Murphy, moi, dans la même équipe. Avant, il y avait Dyson Daniels. Moi, il m'en fallait pas plus. Hein. Ouais. Et Najee Marshall, oh là là, le quatuor était... L'équipe de Kiefer. Ouais, gros kiffer. L'année dernière, elle était sympa. Ah oui, il y a Markovic là, ou Martovic, je sais pas c'est quoi, mais lui aussi, il me fait kiffer. Kiffer. Et sur la draft, après, tu vois, genre, si je sais pas à quel point, où elle est sa cote, tu vois. Moi, je pense que je l'évalue très haut, et même, genre, allez, top 5, top 6, genre, j'aurais du mal à, si je dois faire le board, à le sortir. Mais, si ça se trouve, il va tomber, et genre... tu vois, genre Houston qui prend Rich Shepard 2.0, ça serait pas mal aussi. Hein. Franchement, ils ont besoin de shoot, mais bon, ça, je pense qu'il tombera pas si bas. Ok. J'espère. Ok. Bon, bah parfait. Du coup, dans notre board, vous le mettez où? Moi, je l'ai plus sous les yeux, le board, mais je crois que ça faisait Cooper Flag, Dylan Harper, et en gros, lui, il vient en 3ème position, quoi. Ouais. Bah, du coup, je crois que... Baptiste, je te suis. Ok, alors... J'ai pas la visu, donc... Le board actuellement, c'est Flag, Harper, Colin Murray-Boyles, qui est trop haut, mais c'est un push du peuple, c'est pas grave. Kasparas Yakushonis, Trey Johnson, Malouak et Bailey. Ouais. Et ouais, moi, je pense que j'ai du mal à pas le mettre en 3 là. Ok. Parce que tu vois, en fait, il y a un truc qui est intéressant, juste pour finir peut-être là-dessus, c'est Trey Johnson, moi ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est le shooting. Parce que je pense que c'est vraiment un fort shooter. Et un petit jeu que je me suis intéressé à faire, c'est regarder la réussite des deux zone par zone. En fait, Trey Johnson, il est 40% à 3 points, 60% au cercle et 38% à mi-distance. Con Knuppel, il est 41% à 3 points, quasiment pareil, 41% à mi-distance, donc quasiment pareil, et 63% au cercle, donc 60 contre 63. Duke avait un meilleur spacing, Trey Johnson avait un spacing horrible à Texas, ça se vaut à peu près. Et en fait, quand tu regardes le true shooting, Knuppel il est à 64 et Trey Johnson il est à 55,5. Donc en gros, si tu fais un point par tir, t'as quasiment 20 points de différence. 20 points de différence. Et je pense que, en fait, Knuppel c'est un meilleur shooter et quoi qu'il arrive, tu vois, le nombre de joueurs qui sont juste amoureux du mi-distance et qui changent jamais trop au cours de leur carrière alors que tu te dis ça pourrait être super, il y en a beaucoup. Donc si j'étais chaud sur Trey Johnson, je suis obligé d'être chaud sur Knuppel et du coup voilà et je pense que derrière les deux stars annoncées, j'ai du mal à en voir une troisième. Et il y a un monde où c'est Knuppel qui se développe super bien et qui en fait est un si fort shooter que ça devient un peu un moteur offensif, quoi. Donc en 3, ça me va bien. Ok. Bon, bah, let's go. Et bah, vendu. Je vous ai convaincu? Ouais, bah écoute, moi j'étais déjà convaincu, mais du coup, ouais, S. Bailey, est-ce qu'en fait, est-ce que les gens vont s'acheter un peu des yeux et le prendre avant S. Bailey? Ce sera toute la question de la draft. En tout cas, merci à FD et Baptiste d'être venus sur Dreamcast Show pour parler de draft et de prospects. Et puis nous, du coup, on se retrouve très vite pour voir ça. Pour parler, bah je sais pas, on va sûrement parler de basket dans le prochain épisode, de NBA probablement, mais alors Hot take. Quoi, hot take, j'en sais rien. Je sais pas de quoi on va parler la prochaine fois vu que je sais pas quand cet épisode va sortir. Sans doute des finales NBA. Oh, ok, super. Et bah on n'a pas hâte d'être là en tout cas. Passez un bon week-end, une bonne journée et à très bientôt.